Un fribourgeois de Frères sans frontières trouve la mort au Nicaragua. Monsieur Maurice Demière, technicien agricole fribourgeois de 29 ans, qui travaillait depuis 3 ans au Nicaragua, a été tué hier soir dans une embuscade tendue par les rebelles de la Contra. Le coopérant suisse raccompagnait plusieurs paysans à bord de sa camionnette. Le véhicule a soudain été pris dans une embuscade. Le représentant de Frères sans frontières ainsi que 3 paysans ont été tués sur le coup. Ce 17 février 1986, le journal radiophonique annonce l'assassinat de Maurice Demière. Ce coopérant bullois a été tué à Somotillo, dans le nord du Nicaragua. Le journal fribourgeois La Liberté consacrera une large couverture à cet enfant du pays tué dans une guerre qui ne paraît pas être la sienne. Pourtant, Maurice Demière avait choisi de travailler dans ce pays d'Amérique centrale, en proie à des attaques de guérilleros contre-révolutionnaires, les Contras, que les USA financent et entraînent. 2 jours après la mort de son compagnon, pour Chantal Bianchi, jointe par téléphone à Somotillo, la mort de Maurice n'est pas vaine. Comme il est mort, c'était aussi sa façon d'exprimer son engagement. Et je crois que de mourir comme ça, ici au Nicaragua, ça sert à quelque chose. Ça veut dire qu'en fait, il ne meurt pas. Comme tant d'autres Nicaraguayens, comme tant d'autres gens en Amérique latine qui sont morts. Ces morts-là, elles ne peuvent pas mourir. Le peuple, les paysans qu'on a connus, nos voisins, les paysans des coopératives, les femmes, tous se mobilisent maintenant, tous sont avec nous. Et je crois que ça va être un énorme cri de dénonce contre la politique des États-Unis, un immense cri humain pour qu'on laisse vivre, qu'on nous laisse vivre un peu. Replongeons-nous dans les années sombres du Nicaragua, qui, après avoir vécu une révolution socialiste, est en pleine tourmente. Un pays et un peuple qui ont été au cœur de l'engagement idéaliste de nombreux compatriotes suisses. Bienvenue dans cet épisode de 1001 archives. Dans les années 80, le Nicaragua, petit pays pris en tenaille entre le Honduras au nord et le Costa Rica au sud, compte parmi les plus pauvres d'Amérique centrale. Cet État révolutionnaire a vu en 1979 la chute de la dictature de droite du président Somoza, chassé du pouvoir par les partisans du Front sandiniste de libération nationale. La junte de gouvernement, une coalition à la tête de ce Nicaragua révolutionnaire, laisse peu à peu place au modèle sandiniste de Daniel Ortega, qui remporte les élections en novembre 1984. Le régime de socialisme démocratique du commandant Ortega déplaît à l'administration Reagan, qui craint le développement d'un pays communiste en Amérique centrale. Subissant un blocus de la part des USA et les assauts de la Contra, une force armée soutenue par la CIA américaine, le Nicaragua se débat dès lors dans les soubresauts d'une contre-révolution soutenue de l'étranger. Le pays est au bord de l'asphyxie. Écoutez l'analyse de la correspondante de la radio romande en Amérique centrale, Edith Coron, en 1984. Des phrases qu'on entend très régulièrement à Managua, c'est bon, on aimerait avoir plutôt plus de maïs que de munitions pour les Kalachnikov, par exemple. Parce que la situation économique à Managua et dans l'ensemble du pays est indéniablement très 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 grave. Des problèmes d'approvisionnement monumentaux, des queues dans les magasins. D'autre part, le Nicaragua, si les forces sandinistes sont bien armées, ça c'est indéniable, mais elles achètent beaucoup de ces armes. Ils achètent beaucoup de leurs armes, elles ne leur sont pas données, ce qui augmente leur dette extérieure, ce qui crée un phénomène en chaîne d'endettement. Donc, si les aides côté cubain, ou même d'un point de vue économique du côté des pays occidentaux, d'Europe de l'Ouest par exemple, n'augmentent pas spectaculairement, les sandinistes vont faire face à une situation très très difficile. La longue lutte des Nicaraguayens contre la dictature corrompue et meurtrière de la dynastie Somoza avait déjà suscité en Suisse une solidarité active.
Avec la forte participation d'émigrés latino-américains, des comités et des associations de solidarité avec le Nicaragua naissent à Zurich et à Genève dès 1978, année où la dictature somoziste vacille face aux forces sandinistes. Une fois la révolution achevée, le peuple nicaraguayen vit une situation économique et sociale difficile. Mais cette nouvelle démocratie très déterminée veut engager toutes ses forces dans le développement du pays. Tout est à faire et le Nicaragua a besoin d'un soutien financier étranger. Pour récolter des fonds au profit d'une croisade nationale d'alphabétisation, les responsables nicaraguayens de cette campagne, Sonia Chamorro et Yves Blandon, font une tournée en Suisse en juin 1980 à l'invitation de la Coordination nationale des comités nicaragois de Suisse. Ils répondent à Pierre Luyet dans le Journal du Soir. Quelle est la part des analphabètes dans votre pays? 52% des Nicaraguayens sont analphabètes. Et le plus grand nombre d'analphabètes se retrouve à la campagne. Dans certaines régions du Nicaragua, il y a plus de 89% d'analphabètes. La situation du Nicaragua provoque à cette période un élan de sympathie et de solidarité en Suisse. Dominique Gilardi, représentante du comité de soutien au Nicaragua de Lausanne, décrit comment l'argent est recueilli en Suisse. C'est au travers donc des personnes individuelles que nous contactons lors de meetings ou de la vente de bulletins d'information, des syndicats, des partis politiques et des organisations tiers-mondistes. Nous avions fait dernièrement une campagne pour une coopérative textile féminine à Estelí et nous avons réussi à récolter près de 80 000 francs suisses que nous avons transmis au Front sandiniste. Donc c'est à travers nos différents axes d'activité que nous arrivons à récolter cet argent. Et vous ne voulez pas demander directement une aide au gouvernement suisse? Si, il y a un groupe actuellement qui a été constitué à Lausanne et à Genève et qui comprend des apprentis, collégiens, étudiants et qui est en train de récolter des signatures pour une pétition demandant l'octroi au Grand Conseil genevois et au Grand Conseil lausannois d'un don de 100 000 francs en faveur de la campagne d'alphabétisation. De son côté, la direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire de la Confédération helvétique, la DDA, veut aider la relance de l'agriculture nicaraguayenne. Et pour cela, elle engage d'abord 2 coopérants suisses, c'est-à-dire 2 chargés de projet sur le terrain. D'autres programmes de soutien se développeront dans la foulée, augmentant le nombre de coopérants helvétiques sur place. La Suisse apportera également un appui financier à des ONG actives dans différentes provinces du Nicaragua. Campagne d'alphabétisation et d'éducation, amélioration du système de santé et de vaccination, réforme agraire avec une redistribution aux paysans des terres des propriétaires somozistes, le Nicaragua ouvre d'importants chantiers. Un temps présent intitulé « Nicaragua, l'Évangile en révolution » rend compte en 1983 des changements en cours. Ici, dans un domaine dont les ressources ont été confisquées à la fuite de leurs propriétaires somozistes, 14 familles chrétiennes vivent d'élevage et de culture de maïs ou de sorgho. Les familles sont donc propriétaires collectivement de ces terres. Elles ont été parmi les premières à bénéficier de la réforme agraire, laquelle concerne 20% des terres du pays. Dieu a donné la terre aux hommes pour qu'ils la travaillent. Il ne l'a pas donnée à une seule personne, mais à tous. À l'époque de Somoza, la terre était réservée à quelques privilégiés. Aujourd'hui, nous voyons que c'est bien fini. Ce sont les paysans comme nous-mêmes qui ont besoin de la terre, qui la travaillent et la font produire. Désireux d'obtenir une aide internationale pour mener à bien ces réformes, le pays ouvre donc largement ses portes aux volontaires. Les Suisses répondent en nombre à cet appel. À côté des coopérants actifs dans le cadre de la DDA, des travailleurs s'engagent dans les organisations non gouvernementales, telles que les œuvres d'entraide Suissaide, EPER, Frères sans frontières ou OSEO. Des bénévoles deviennent brigadistes et s'enrôlent dans des brigades de solidarité, brigades ouvrières, brigades de santé ou brigades de la paix. Le séjour de ces Suisses solidaires au Nicaragua dure ainsi de quelques semaines à plusieurs années. Après la mort de Maurice Demierre, les médias s'intéressent à ce que les travailleurs humanitaires helvétiques vivent au Nicaragua. L'un d'entre eux, Gérald Fioretta, interrogé par une équipe de télévision, témoigne de la portée de l'action de ces humanitaires. Le peuple du Nicaragua
ce qu'il voit dans les brigades, c'est justement la dignité retrouvée. Jamais avant il a été visité par un Tchèle et un blanc, un étranger. Ou s'il a été visité, c'est pour être exploité et non pas pour vivre ensemble. L'autre dimension des brigades, c'est le travail d'information. Et je dirais plus large que d'information politique, le travail de conscientisation, le travail culturel que peuvent faire les brigadistes quand ils viennent ici. Le Nicaragua, c'est surtout le tiers-monde, le choc culturel, l'apprentissage d'une vie dure, naturelle. Et je pense que pour les brigadistes eux-mêmes, qui ensuite retournent dans leur ville, dans leur syndicat, dans leur quartier, à leur école, peuvent témoigner de comment vit un peuple du tiers-monde, dans les difficultés du sous-développement, dans les difficultés de la guerre, mais dans l'espoir de s'en tirer, de se libérer définitivement de la misère et de l'exploitation. Mais revenons en 1982. Comme des milliers de jeunes Européens, le fribourgeois Maurice Demierre part cette année-là au Nicaragua. Nicaragua. Engagé dans le mouvement chrétien pour le développement solidaire Frères sans frontières, ce technicien agricole apporte son soutien aux paysans pauvres du département de Chinandega, au nord du pays, près de la frontière du Honduras. Maurice Demierre, une solide carrure, des cheveux noirs bouclés et un regard clair. Ce jeune homme, né dans une famille avec des valeurs et un engagement chrétien très fort, développe une grande sensibilité à l'injustice. Pacifiste convaincu, objecteur de conscience, il a fait de la prison pour son refus de servir dans l'armée suisse. Un temps tenté par la prêtrise, il a finalement opté pour l'école d'agriculture de Grangeneuve et a fait des stages chez les paysans. Fernand Cuche, membre de l'Union suisse des producteurs, chez qui Maurice a travaillé, témoignera dans une émission telle quelle, tournée après l'assassinat du coopérant et diffusée en mai 1986. Maurice s'est rendu compte qu'il y avait ici des populations qui étaient, malmenées, qui avaient des difficultés à vivre, matérielles aussi. Mais sa réflexion allait quand même bien au-delà de ce qui pouvait se passer en Suisse. Et il a dû certainement se rendre compte qu'il y avait des urgences, et des urgences qui étaient ailleurs qu'ici, bien qu'il reconnaissait que tout ne baignait pas dans l'huile. Et je crois que c'est pour répondre un peu à cet ordre de priorité dans les urgences qu'il est parti au Nicaragua. Dans la même émission, sa mère, Jacqueline Demierre, précise les motivations qui ont poussé Maurice à partir au Nicaragua. Il y avait pourtant toute une liste qui m'avait montré d'autres pays. Et je lui ai demandé pourquoi tu as choisi ce pays. Qu'est-ce que c'est ce pays? Alors il m'a expliqué un petit peu qu'il y avait eu Somoza, qui était un dictateur. Ensuite, il y a eu la révolution en 79. Et puis, il y avait la réforme agraire, surtout là-bas, où les paysans recevaient des terres et ils pouvaient les cultiver, s'unir pour les cultiver. Alors ça l'a emballé. Ils se réjouissaient d'aller leur aider. Le Nicaragua, qui a procédé à la redistribution de terres aux paysans organisés en coopérative, offre donc à Maurice Demierre l'opportunité de contribuer à cette réforme et de vivre son idéal de chrétien progressiste. Et c'est avec sa compagne, Chantal Bianchi, que Maurice Demierre s'envole pour rejoindre les villageois de la région de Villanueva, en ayant à cœur de mettre en application le message de l'Évangile appelant à venir en aide aux plus pauvres. En 1985, le jeune homme est depuis 3 ans dans ce pays lorsqu'il est interviewé par le journaliste Jacques Secrétan. Ici au Nicaragua, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'il y a la guerre, qu'il y a des difficultés au point de vue de l'approvisionnement, qu'il y a le blocus économique, puis enfin tout ce qu'on connaît là. Mais que les gens, ça ne les empêche pas de vivre normalement, d'être très, très souriants, en tout cas dans la rue, il n'y a aucun problème. Je crois que si uniquement, seulement dans une zone où vraiment il y a une attaque qui est toute proche, on les voit qui sont tendus, qui commencent à être très préoccupés. Mais à partir de cette lutte, de cette difficulté, de ce dynamisme, on en tire la vie, et c'est aussi la vie latino-américaine.
Le jeune gruyérien et sa compagne consacrent donc quelques années de leur vie au service des paysans au Nicaragua en s'engageant dans le mouvement chrétien catholique Frères sans frontières. Organisation de coopération au développement fondée en 1959, Frères sans frontières, aujourd'hui renommée et changée, a pour ambition de travailler pour un monde plus solidaire sur les différents continents. Les volontaires laïcs envoyés à l'étranger répondent à une demande de ces pays qu'on appelle alors pays du tiers-monde. Les coopérants de Frères sans frontières partagent leur savoir avec les populations locales. L'engagement dans un pays en proie à des troubles peut s'avérer risqué, et cela fait partie de la philosophie de Frères sans frontières. Le coopérant doit assumer les dangers avec la population locale. Marco Fournier, enseignant à l'Institut universitaire d'aide au développement et volontaire en Colombie pour FSF durant 3 ans, le rappelle lors d'une émission intitulée « Je me souviens de Maurice Demierre ». Si vous venez chez nous pour conscientiser nos populations, il faut alors être prêt à mourir avec eux. Quand la police va venir, il faut être prêt à se faire peut-être torturer, emprisonner, et non pas qu'on vous redonne le passeport et qu'on renvoie chez vous. Donc si vous venez animer les populations, il faut être prêt à assumer la totalité de votre engagement. Et ça reste effectivement en permanence dans notre tête, même si parfois c'est pas toujours facile lorsque les menaces se précisent. Dans la même émission, on questionne les positions politiques de Frères sans frontières. La réponse de François Cordonnier, président du mouvement, qui commence par présenter l'organisation au journaliste William Heinzer. Frères sans frontières était un organisme de laïcs chrétiens fondé il y a 26 ans. Et nous avons jusqu'à ce jour envoyé plus de 750 volontaires dans différents pays du monde pour des tâches de développement. Alors voilà, et je dois vous dire que c'est le premier volontaire qui a eu un accident dans les pays du tiers-monde jusqu'à ce jour. Alors c'est évident que nous envoyons surtout des volontaires dans des projets des églises, des communautés de base et dans certains cas des projets gouvernementaux. Actuellement, nous avons davantage de monde dans des pays d'Amérique latine parce que les jeunes Suisses actuellement désirent beaucoup y aller. Il y a des phénomènes politiques importants qui se passent dans ces pays et tous nos volontaires qui partent au Nicaragua sont conscients des dangers et ils vont là-bas en pleine connaissance de cause et c'est pas le mouvement qui les oblige ou qui fait pression pour qu'ils y aillent là-bas. Donc c'est un libre choix. Le mouvement tout entier, Frères sans frontières, partage et est d'accord avec les objectifs du gouvernement du Nicaragua, car ces objectifs de développement rejoignent ceux du mouvement Frères sans frontières. Bien que nous ne sommes pas engagés au niveau d'un parti, nous sommes engagés pour la cause de la défense des droits de l'homme, des libertés. En 1986, le Nicaragua vit dans un contexte de guerre dite de basse intensité. Le mouvement de la Contra est apparu quelque temps après la Révolution, financé et entraîné par les USA qui craignent un nouveau Cuba dans la région. Les guérilleros du mouvement contre-révolutionnaire, bien armés, adoptent une stratégie de terreur à l'encontre des sandinistes. Exactions, embuscades et assauts meurtriers visent et tuent des civils. Chantal Bianchi et Maurice Demierre témoignent en 1985 au micro du journaliste Jacques Secrétan sur les récentes attaques dans la région du nord du Nicaragua où ils vivent. Je crois qu'il y a aussi un fait d'actualité qu'on ne peut pas passer sous silence. C'est ce qui est arrivé au début de ce mois sur Esteli, quand 9 mères ont été voir leur fils qui était au service militaire. Des jeunes donc, qui vivaient chez nous, donc, sur Somotillo, Villanueva, Léon. Et donc chaque mois, il y a des visites, donc, comme chez nous, au service militaire. Et ces mères allaient voir leur fils, leur amenaient, je sais pas, un petit bonbon, quelque chose, elles se réjouissaient. Et elles ont été embusquées par les contre-révolutionnaires, les rebelles antisandinistes, et massacrées. Chaque fois qu'il y a des attaques des contras, donc des rebelles antisandinistes qui viennent la plupart du Honduras, des autres aussi du Costa Rica,
mais qui peuvent même être un certain temps à l'intérieur, cachés à l'intérieur du territoire nicaraguayen, c'est souvent sur des populations civiles. Ils ont peur de l'armée, ils ne s'attaqueront pas à l'armée. Des civils qui ne sont même pas des hommes ni des militaires, c'est-à-dire des femmes et des enfants sont tués. Et on a eu souvent des morts parmi les enfants, et c'est, je trouve, le plus douloureux. Un exemple dans le sud, où ils sont arrivés dans un regroupement, dans un asentamiento, de groupement de maisons, et les gens, à cause de la situation, avaient construit un refuge pour les gens civils. Donc les contrats, quand ils arrivent, ils savent que c'est des civils qui sont là-dedans. Ils ont lâché 2 grenades dans le refuge, le premier refuge qu'ils ont rencontré, et une mère et ses 3 fils, ils sont restés, ils ont été complètement déchiquetés. Quelques mois après ce reportage radiophonique, alors que le couple s'apprête à quitter l'Amérique centrale pour reprendre sa vie en Suisse, Maurice Demierre tombe dans une embuscade des Contras et trouve la mort en compagnie de 5 femmes paysannes. Au lendemain de cet assassinat, sa compagne raconte au téléjournal. À peu près vers 8 heures du soir, il avait fini de travailler et on n'était pas encore rentrés chez nous. Des femmes sont venues lui demander si lui pouvait les amener dans un petit village qui est à peu près à 18 km de Somotillo. C'était déjà tard, elles n'avaient pas pu avoir de transport public. Elles ont demandé à Maurice si la camionnette pouvait aller les laisser. À 500 mètres du village, ont éclaté 2 mines qui a choqué la camionnette, qui l'a déplacée jusqu'au bord de la route. Et là, il y a eu encore 3 rafales de fusils qui ont tué Maurice, qui ont tué 4 femmes, qui ont blessé 11 autres femmes. Après ce drame, Chantal Bianchi témoigne devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, invitée par le Centre Europe Tiers-Monde, le CETIM, le 6 mars 1986, et lance un appel vibrant, cité dans l'ouvrage « États-Unis contra Nicaragua » de Pierre Harrison. Au nom des 9000 martyrs du Nicaragua, au nom de l'urgence de l'avènement de la paix, au nom de mon mari, amant de la paix et de la justice, je vous demande d'exiger du gouvernement américain qu'il cesse sa politique d'agression au Nicaragua, qu'il cesse d'appuyer financièrement les tueurs professionnels de la contre-révolution, que la plus grande démocratie du monde cesse de contribuer au massacre des innocents de ce pays, qu'il laisse le peuple du Nicaragua vivre sa vie, sa propre histoire, pour permettre enfin une paix tellement désirée par tous les pauvres. Au Nicaragua, cette mort fait de Maurice Demierre un martyr de la révolution sandiniste, un héros qui sera enterré à Somotillo même. Les villageois lui érigent un monument et composent des chants en son honneur, relatant la vie et la mort d'un Suisse venu avec grande solidarité au Nicaragua. Y a cada paso que damos, Él nos va guiando hasta la victoria siempre. Él venía desde Suiza con gracia. La mort du jeune fribourgeois frappe aussi les Suisses et renforce leur solidarité avec le peuple nicaraguayen. L'émission Telle Quelle diffuse en 1986 un portrait de Maurice Demierre dont nous avons déjà entendu quelques extraits. Le public réclame en nombre des enregistrements de ces chants qui constituent la bande sonore du reportage et rendent hommage à la mémoire du coopérant suisse assassiné. L'équipe de la TSR fait donc éditer des cassettes vendues au profit de l'Action de Frères sans frontières qui se poursuit. Le président du mouvement, François Cordonnier, reçoit un chèque remis par le journaliste Daniel Pache sur le plateau de l'émission Telle Quelle, le 29 mai 1987. L'action de Frères sans frontières, malgré tous les dangers qui existent dans cette région, continue. L'action de Frères sans frontières continue.
Et nous avons même en ce moment des volontaires qui se préparent à partir. Alors vous avez combien de volontaires suisses sur le terrain en ce moment? Actuellement, il y a sur le terrain 11 volontaires. Bien, Monsieur Cordonnier, écoutez, pour que cette œuvre que vous menez, et dont Maurice Demierre a été un symbole, comme il est, je crois, un symbole d'une Suisse généreuse, pour que cette œuvre continue, je suis heureux de vous remettre au nom de nos téléspectateurs ce chèque de 50 000 francs pour Frères sans frontières. Bien, Frères sans frontières vous remercie. Vous, les journalistes de la télévision et tous les téléspectateurs qui ont acheté cette cassette. Et grâce à vous, grâce à eux, le message de Maurice et de Chantal va continuer. Autre opération solidaire, les bananes du Nika. La centrale tiers-mondiste OS3, organisation suisse tiers-monde, importe directement en Europe les bananes du Nicaragua. Le client suisse répond positivement à cette action conjointe de la Fédération des consommatrices et d'œuvres d'entraide et achète les bananes Nika plutôt que les Chiquita. Les associations suisses de soutien au Nicaragua, qui avaient tablé sur la distribution de 15 tonnes pour la Suisse, en vendent 125 tonnes. Ce mode de vente est tout bénéfice pour les producteurs du Nicaragua. Mario Carrera, président de OS3, dans l'émission Journal Roman du 4 juin 1986. Je crois que les consommateurs réagissent de façon extrêmement positive, c'est-à-dire en achetant cette banane, ils ont le sentiment de participer au développement et aux efforts de développement nicaraguains, et puis aussi aux efforts de commercialisation. C'est la première fois qu'une banane est commercialisée jusqu'au port européen par le pays exportateur, et ça c'est une bonne chose. Autrement, avant c'était des grandes multinationales américaines, et ça permet aux consommateurs d'avoir un choix sur un marché suisse de la banane qui est très saturé, précisément par les chiquitas qu'on connaît tous, qui sont commercialisés par les multinationales, mais où le proportionnement il va moins dans le pays. C'est-à-dire que la banane Nika permet cet effort de développement pour les producteurs et pour le pays lui-même. Sur le plan politique, si une expertise de la DDA est menée sur le terrain et si des mesures de sécurité conditionnent désormais le financement de projets humanitaires par la Confédération, la mort de Maurice Demierre ne met pas un terme aux actions d'entraide de la Suisse au Nicaragua. Le conseiller fédéral Pierre Aubert, en charge du département des Affaires étrangères, l'assure dans une déclaration au Parlement helvétique le 11 mars 1986. Nous avons pris la décision de ne pas interrompre notre aide publique au développement. J'aimerais ici et publiquement rendre hommage à l'engagement de notre compatriote disparu et à tous nos volontaires et coopérants qui, au travers le monde et à travers le monde, poursuivent leur action en faveur des plus pauvres et de leur mieux-être économique et social, en dépit des risques inhérents à certaines régions du globe. Je rends hommage ici tout particulièrement à l'œuvre de M. Demierre. Cette décision du gouvernement de poursuivre l'aide au développement au Nicaragua sandiniste est mise en question par des politiciens suisses. Ainsi, en avril 1986, le conseiller national UDC Peter Sager, par ailleurs à la tête de l'Institut suisse sur les pays de l'Est et figure de proue de la lutte contre le communisme, organise et accompagne le voyage au Nicaragua d'une délégation de 5 conseillers nationaux, je cite, « afin que ses collègues du Parlement se rendent compte de ce qu'est ce pays ». Participent à ce bref séjour 2 parlementaires romans, le radical valaisan Pascal Couchepin et le libéral genevois Jacques-Simon Aigli. À leur retour, leur conviction est faite et Jacques-Simon Aigli se montre très critique à l'égard du régime nicaraguayen. Nous avons demandé au chef du département d'essayer de vérifier si la coopération technique suisse répond bien aux conditions posées par la loi, c'est-à-dire si elle profite bien sur le terrain à ceux qui en ont besoin, ou bien si elle serait annexée, utilisée politiquement uniquement par les gens qui font profession de foi sandiniste. Ça pourrait peut-être remettre en cause notre coopération technique. Alors nous, entendons-nous bien, nous demandons simplement qu'on regarde les choses de plus près. Nous ne disons pas a priori qu'il faudrait couper toute coopération technique. Mais ce que j'aurais voulu ajouter quand même une dernière chose. Oui. Alors écoutez, nous sommes déjà un peu en retard. J'aimerais simplement dire que je crois avoir vu un régime totalitaire en train d'essayer de s'installer avec tout ce que ça comporte, tous les attributs d'un régime totalitaire, cela sous l'apparence et sous la couverture encore d'une illusion de pluralisme et de démocratie, mais tous les attributs d'une dictature sont en place. Les coopérants suisses sur le terrain sont fâchés de cet avis
qu'il considère comme de la désinformation. 19h30, c'est Pierre-Pascal Rossi qui vous présente les principales informations de la journée. Bonsoir à vous. Au Nicaragua, 5 mois après la mort de Maurice Demierre, un nouveau coopérant suisse, un Vaudois, Yvan Lévra, âgé de 32 ans, est lui aussi tombé, apparemment dans une embuscade tendue par la Contra antisandiniste. 4 autres personnes sont mortes avec lui, 2 coopérants, français et ouest-allemands, ainsi que 2 fonctionnaires nicaraguayens. Cela s'est produit hier dans la province de Jinotega, une région proche de la frontière avec le Honduras. Selon les informations dont nous disposons, les 5 hommes se trouvaient dans 2 voitures qui ont été prises pour cible à la requête par les rebelles. Yvan Lévra se trouvait au Nicaragua à titre d'expert pour le compte de l'œuvre suisse d'entraide ouvrière. Le 29 juillet 1986, un second volontaire suisse est tué. L'émotion est grande. Le téléjournal donne immédiatement à cet événement tragique une large couverture dans son édition du soir, avec plus de 9 minutes de portraits, d'interviews et de réactions en plateau. En voici un premier extrait, avec notamment une interview du coopérant tué, Yvan Lévra, en 1985. Yvan Lévra était parti pour le Nicaragua en avril 1983. Depuis une année, il travaillait comme coordonnateur des brigades de l'œuvre d'entraide ouvrière suisse. Ici, dans la région de Matagalpa, on l'appelait El Relais, le Grand Blond. Avec son groupe, il a construit un lotissement de 40 maisons dans le cadre d'un plan de relogement des paysans. Une équipe de la télévision suisse italienne s'était rendue sur place. Est-ce que l'expérience des brigades est une sorte de tourisme révolutionnaire, comme on l'a défini? Qui le définit et pourquoi ils le définissent ainsi, je ne sais pas. Ce genre de critique... Je ne pense pas qu'on puisse l'accepter en travaillant ici au Nicaragua depuis plusieurs mois. C'est pas du tout une critique constructive et en fait au Nicaragua on est là pour construire, on est là dans cette optique-là, quoi. Et si la critique n'est pas constructive, on peut passer là-dessus, quoi. Est-ce qu'à longue échéance, ce genre de travail est rentable? Je veux dire, par rapport à l'effort qu'on fait, à la présence des gens, au voyage, etc. Bon, la présence des brigades au Nicaragua, c'est pas seulement les brigades suisses, c'est toute l'Europe qui s'est organisée par rapport aux brigades de solidarité. C'est un grand élan européen par rapport à cette révolution, à cette jeune révolution sandiniste, qui est une nouvelle possibilité de développement pour le tiers-monde, par exemple. Le grand blond, Yvan Lévra, plein de vitalité, plutôt rebelle et insoumis, était surnommé Yvan le Rouge par ses amis du village vaudois de Saint-Sergue. Lévra présente un profil différent de l'engagement chrétien de Maurice Demierre. Parti d'abord par goût du voyage et de l'aventure en Amérique du Sud, ce bâtisseur et meneur d'hommes arrive au Nicaragua en 1983 et se prend de passion pour le pays et son utopie. Il vient en aide à des gens qui lui vouent en retour amitié et affection. Le Vaudois sera à l'origine de la création des brigades ouvrières, réunissant des ouvriers du bâtiment. Nicaragua. Ce nouvel attentat pose d'emblée la question de la coopération suisse dans ce pays. Dans le téléjournal, en même temps que l'on annonce la mort du volontaire vaudois, on interviewe Henri-Philippe Carte du département des Affaires étrangères sur la pérennité de l'action suisse au Nicaragua. Il répond au journaliste Pierre Châtel sur les mesures prises pour les coopérants travaillant pour la DDA, la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. Est-ce que le drame qui vient de se produire pourrait déboucher sur une remise en question de l'aide que la Suisse accorde au Nicaragua? Écoutez, là c'est une question qui appartiendra d'abord à M. Aubert et éventuellement au Conseil fédéral d'examiner. Ce que je peux dire, puisque je viens de rentrer du Nicaragua, c'est que nous avons pris, en ce qui concerne la DDA, la Direction de la coopération au développement, des mesures renforcées de sécurité pour nos coopérants. Ils sont 7 au Nicaragua. Et nous avons, par exemple, sur place, séance tenante, décidé que certaines régions qui sont sujettes à des troubles n'étaient plus accessibles à nos coopérants. Sur le plateau du téléjournal, le présentateur Pierre-Pascal Rossi interroge Jacques Depalan, membre du groupe des volontaires d'outre-mer, de retour du Nicaragua après un séjour de 2 ans. Le journaliste souligne que Yvan Lévra portait une arme. Jacques Depalan réagit. Yvan Lévra
porter une arme à titre exceptionnel pour certains trajets dangereux. Mais vous pouvez nous certifier qu'aucun coopérant suisse ne se livre à des activités militaires, ne subit d'entraînement ou même d'autodéfense? Ils n'ont pas le temps, je crois. Ils sont trop occupés par des tâches qui leur remplissent la journée à 150%. Et je ne les vois pas faire des entraînements militaires du tout. Mais quand on va au Nicaragua, à quelque titre que ce soit, est-ce que c'est un engagement, un acte politique, en quelque sorte? C'est des gens qui veulent faire de l'aide au développement et qui ont choisi un pays où la réforme agraire leur paraît plus sympathique que dans un autre pays d'Amérique centrale. Par exemple, au Nicaragua, en 4 ans, je crois, 100 000 familles, ce qui est beaucoup pour une petite population de 3 millions d'habitants, ont reçu des terres. Dans d'autres pays, il y a un grand secteur de propriétaires fonciers qui, au Nicaragua, tentent à se réduire, enfin leur domaine tend à se réduire comme peau de chagrin. Je crois qu'il y a peut-être une sympathie de ces coopérants qui veulent faire de l'aide au développement pour le Nicaragua. Mais le choix du Nicaragua n'est pas un choix innocent, c'est un pays en guerre, quelle que soit l'analyse que l'on puisse faire de ce conflit. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi d'épouser, de choisir son camp? Oui, je crois qu'on se trouve dans une période de crise, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus il y a 2, 3, 4 ans, en estimant à l'époque qu'ils prenaient un minimum de risques et qu'ils pouvaient travailler. Maintenant, avec l'aide du Congrès américain et du gouvernement américain, les choses se gâtent. Les armes que l'on livre à la Contra et le financement à la Contra fait qu'il y a des attaques aux civils qui sont meurtrières, et ça, c'est un fait nouveau. Et on ne peut pas demander toujours à quelqu'un qui a fait un engagement, qui veut voir terminer son travail dans les campagnes nicaraguayennes, de s'arrêter d'un jour à l'autre. La mort de Maurice Demierre et de Yvan Lévra ne diminue pas le flux de volontaires. Leur motivation en paraît même renforcée. En décembre 1986, pour Temps Présent, le journaliste Gérald Muri enquête au Nicaragua et interroge des expatriés suisses. Parmi eux, le brigadiste Philippe Sauvin, camarade d'Yvan Lévra, engagé dans une brigade ouvrière à Yalé, travaille depuis 2 ans dans ce pays auquel il s'est profondément attaché. Avec la population, comment ça s'est passé? Vous avez été bien reçu, bien accepté? Non seulement on a été très bien reçus, mais c'est une rencontre formidable, c'est une rencontre très chaleureuse, c'est une grande amitié qui en est restée. Et pour vous, quelle a été la signification, la dimension politique, dirais-je, de ce travail ici? Principalement, c'est l'aide directe aux paysans du Nicaragua, c'est l'aide directe aux plus pauvres de ce pays. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir au Nicaragua? Premièrement, pour moi, c'est un appui inconditionnel au peuple du Nicaragua. Un engagement politique, alors? C'est un engagement politique, et spécialement aux paysans de la zone dans laquelle on travaille en ce moment. C'était la révolution qui vous attirait? La révolution m'a attiré. Et vous croyez que cette révolution peut réussir au Nicaragua, si près des États-Unis? La révolution en soi, elle réussit. Et puis les États-Unis, ils font en fait tout ce qu'ils peuvent pour l'empêcher. Mais je crois que les Nicaraguayens ont tant de force en eux, et de jour en jour et d'année en année, ils deviennent plus forts. Ainsi, la situation politique qui fait du Nicaragua un David latino affrontant le Goliath américain motive l'engagement de bien des volontaires suisses. Le soutien aux villageois nicaraguayens est assimilé à un soutien à la démocratie. Cet engagement serait-il donc plus politique qu'humanitaire ? C'est bien là que le bât blesse. Selon l'ouvrage « États-Unis contra Nicaragua » de Pierre Harrison, la Suisse fait alors l'objet de fortes pressions de la part de l'administration Reagan, qui considère que l'aide financière et technique de la Suisse à l'organisation de coopératives à la frontière nord du Nicaragua constitue une contribution suisse directe à la constitution d'un réseau de postes économico-militaires. La Suisse, quant à elle, est partagée sur la politique à tenir à l'égard du Nicaragua. Selon leur sensibilité, les journaux suisses dénoncent la mainmise des USA sur la politique intérieure nicaraguayenne ou le financement du gouvernement sandiniste par l'URSS. Ainsi, l'hebdo, dans son numéro du 12 juin 1986, titre « Le Nicaragua déchire la Suisse »
et mentionne une véritable croisade anticommuniste menée par certains conseillers nationaux de droite, alors que la gauche soutient la révolution sandiniste. Pour Charles Chenot, agriculteur fribourgeois et militant de l'Action chrétienne agricole romande, de retour d'une visite au Nicaragua à l'invitation des communautés rurales, il n'y a aucun doute. Il faut que l'Europe commence à crier pour qu'il cesse l'agression contre ces peuples qui veulent vivre libres, comme la Suisse a voulu être libre. À mon avis, j'ai rencontré des Suisses de 1291 qui voulaient un pour tous pour un. Mais face à ce petit pays déchiré entre URSS et USA et qui penche à gauche, l'aide officielle de la Suisse est-elle adéquate ? La neutralité helvétique est-elle respectée ? L'émission Table ouverte lance en 1987 un débat auquel participent les parlementaires conservateurs Jacques-Simon Egli et Peter Sager, 2 des membres de la délégation qui a brièvement visité le Nicaragua l'année précédente, ainsi que l'ancien coopérant, membre du PS genevois Ernesto Luisoni, et Mo Massar, secrétaire de la coordination nationale des comités d'Amérique centrale, qui tous deux ont passé plusieurs mois dans le pays. Tout d'abord, la position de Jacques-Simon Egli. Il n'y a aucun doute que la plupart des brigadistes, des gens donc qui travaillent dans les œuvres d'entraide, y compris subventionnés par la Confédération, sont sympathisants du régime pour des motifs idéalistes, qui considèrent que l'expérience politique qui se passe au Nicaragua vaut la peine d'être soutenue. Il n'y a aucun doute non plus que la Suisse en tant que telle, le gouvernement suisse en tant que tel, ne doit pas s'impliquer politiquement dans une coopération au développement, qu'il s'agisse d'un régime à la sandiniste, qu'il s'agisse d'un régime africain dictature de droite. Il faut toujours veiller à ce que l'aide, selon d'ailleurs les termes de notre loi, aille aux populations concernées et soit le moins possible utilisée politiquement. Le débat s'échauffe vite autour du régime sandiniste et les 2 camps paraissent irréconciliables sur la responsabilité de la situation économique et sociale dramatique du Nicaragua. Mais qu'en est-il de l'aide apportée par la Suisse ? Ernesto Luisoni et Jacques-Simon Egli débattent. Cette aide, il faut la situer comme quelque chose de minime. 4 millions ou 5 millions, qu'est-ce que c'est par rapport à l'ensemble du Nicaragua ? L'important pour nous, en tant qu'Helvètes, c'est de savoir si cette aide-là, peu importe les canaux qu'elle prend, si elle est bien guidée. Si elle va directement pour soutenir un gouvernement, peu importe s'il est ici ou là, mais s'il va aux gens. Votre crainte, c'est que ça soutienne un gouvernement, c'est pas vrai. Non, alors j'aimerais le rapport qui a été soutenir fait, pour une fois M. Le rapport Luisoni. qui a été fait... Vous laissez soutenir M. Luisoni et nous écoutons le premier téléspectateur. Je vais vous dire ceci, c'est que je suis d'accord avec M. Luisoni. L'important, c'est que ça aille aux populations concernées. Voilà. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis pour la continuation de l'aide. Cela étant, dans une analyse globale, on est obligé de constater que dès le début, malheureusement, en raison justement de l'évolution politique et de la pente politique, la situation économique et la situation globale des petits paysans au Nicaragua, qui aurait dû aller en s'améliorant de par les idées justement confiscation des propriétés de Somoza, distribution de la terre à des coopératives, etc., eh bien, ce niveau de vie est allé en descendant et la situation est désastreuse. Il n'y avait pas de guerre en 79, il n'y avait pas de guerre en 80, il n'y avait pas de guerre en 81. Ça a commencé tout de suite à se dégrader. On va vers un appauvrissement du pays à cause de la pente du régime et toutes les conséquences. On va écouter les téléspectateurs. Les 2 parties, si elles n'ont pas la même lecture des événements politiques en cours, sont cependant d'accord sur la nécessité de prêter assistance au Nicaragua. C'est ce que fera la Confédération, qui, malgré les pressions externes et internes qui se sont exercées à son encontre, poursuit sa politique d'aide à la reconstruction de ce petit pays d'Amérique centrale. Au Nicaragua, un accord intervenu en 1988 met un terme à la violence entre les Contras et les sandinistes. Le Front de libération nationale sandiniste est défait lors des élections générales en 1990 et remplacé par une coalition d'union nationale. Une paix fragile est assurée. Si 10 ans après la mort de Maurice Demierre et Yvan Lévra, le temps des brigades est terminé, des volontaires suisses continuent à travailler sur le terrain par le biais d'ONG. Daniel Ortega revient au pouvoir en 2007 et cédera à l'autoritarisme. Le Nicaragua fait aujourd'hui face à une grande pauvreté et à une grave crise économique et sociale. Un
Ainsi s'achève cet épisode de 1001 archives, un épisode écrit par Marielle Rezzonico, réalisé par Marie-Claude Cudry, produit par Grégoire Moll, raconté par Sophie Richard. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. 1001 archives est un podcast des archives de la RTS, disponible sur Play RTS, Spotify, Apple Podcast et la plupart des applications de podcast. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle. Retrouvez l'intégralité des archives que vous avez entendues au cours de cet épisode sur notre site internet rts.ch/archives au pluriel.